Bonjour et bienvenue dans Les mains sur le clavier, le podcast. Je suis Zoéline Wood, créatrice de l'imaginaire et heureuse autrice de la saga dystopique jeune adulte, Les Chroniques de Ridley. Ici, on va parler écriture, publication, promotion, bref, de tout ce qui fait le quotidien d'une autrice indépendante. On parlera aussi roman, puisque vous pourrez écouter ou réécouter les archives de mes chroniques radio pour Antenne 87. Bonne écoute! On arrive à la fin d'année et c'est le temps de faire le bilan de tout ce qui s'est passé en 2025. Et j'aime bien faire les bilans parce que ça permet un peu de prendre du recul. Parce qu'en général, on reste focalisé sur l'instant T, sur le futur, et sur éventuellement les quelques semaines, voire mois, qui viennent de s'écouler. Mais un an, c'est quand même long et il s'en passe des choses en une année. Alors cette année, j'ai décidé de faire le bilan en reprenant un peu les questions que Margot de Seine s'est posées dans son propre bilan 2025 que vous pouvez écouter sur son podcast Les mots raturés. Je vous le conseille vivement, il y a plein d'infos et de très bonnes choses à écouter. Donc on va commencer tout simplement avec ces questions et c'est spontané, j'ai pas réfléchi à mes réponses donc pardonnez mes bafouillements et ouais, ça sera la découverte pour moi aussi. Première question, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à avancer sur mon roman cette année et qu'est-ce qui n'a servi qu'à me donner l'illusion d'avancer? Bonne question. Je vais dire les plans. Parce que j'ai voulu essayer la méthode architecte en planifiant tout. Sauf que je ne suis pas architecte et que quand je planifie tout, ça me bloque. Donc là, j'ai essayé au début sur Nous sous l'océan de planifier absolument tout, un peu à la Arcane. Et en fait, à vouloir trop planifié, j'ai complètement buggé. Ce qui fait que j'ai continué l'écriture d'un autre livre, mais au final, je suis revenue, après avoir écrit Oblix sur Nous sous l'océan, en planifiant moins, mais en planifiant petit à petit. C'est-à-dire que au lieu de planifier tout le livre comme certains architectes le font, très bien, ce qui n'est pas mon cas, j'ai planifié petit à petit. Donc là, par exemple, sur mon prochain roman, j'ai planifié mes 4-5 prochains chapitres. Et je pense que je vais essayer comme ça, petit à petit, en fait. Planter les graines, mais pas complètement, mais pas trop profondément, parce que sinon, j'arrive pas. Cette métaphore n'a absolument aucun sens, n'y prêtez pas attention. Donc voilà, planifier, mais petit à petit, ça m'a aidé. Par contre, planifier tout, ça m'a donné l'illusion d'avancer, mais au final, j'ai bloqué. Deuxième question, quel moment d'écriture m'a donné le plus de joie, même minuscule cette année, et comment puis-je créer plus de moments comme ça? Alors, c'est peut-être parce que c'est le plus frais. Il y en a plusieurs en fait. Non, il y en a plusieurs. Parce que cette année, j'ai publié donc j'ai publié Le Châtiment, Oblix, et j'ai écrit Nous sous l'océan. Un des moments les plus joyeux que j'ai eus, c'était certainement quand j'ai terminé Le Châtiment, et surtout quand j'ai eu mes bons retours de bêta lectrice. Et quand je l'ai publié, parce que Le Châtiment, il a une histoire particulière. C'est un roman qui m'a été inspiré par mon chat, Kazoo, que j'ai perdu malheureusement depuis. Et quand j'en parle, d'ailleurs, j'ai encore l'émotion qui monte. Mais c'est vrai que ce roman, c'est... Voilà, il a quelque chose... Il est là pour faire rire les gens, mais il me fait sourire énormément. Mais il est hyper important pour moi. Voilà, c'était un peu mon hommage à Kazoo, c'est aussi mon hommage à Willow, parce qu'elle a mis une énorme patte dedans, genre elle a sauté dedans à pleine patte. Donc voilà, ça c'était certainement les moments les plus joyeux, et ensuite de voir qu'en salon, le livre vous plaît, et les retours que vous m'en faites me font super plaisir, parce que c'est vraiment... Voilà, vous me dites souvent qu'il vous a fait rire, sourire au minimum, voire rire pleinement. Il a été coup de cœur, donc c'est vraiment... voilà, Le Châtiment, c'est mon moment de joie. Après, d'un point de vue joie reproductible, on va dire, ça a été la fin quand j'ai écrit les dernières lignes de Nous sous l'océan. Déjà parce que je pense, je suis peut-être pas objective, hein, mais il est en ce moment en bêta lecture et les premiers retours... vont dans mon sens, que c'est un de mes livres peut-être les plus aboutis. C'est celui dans lequel l'action est la plus continue. Et j'ai changé un peu ma méthode, du coup, quand j'ai écrit celui-ci, je me suis basée donc sur la manière dont ont travaillé les scénaristes d'Arcane, notamment sur l'évolution des personnages.
Et ouais, je fais partie de ces gens qui ont regardé Arcane, qui n'étaient pas du tout partis pour regarder Arcane, et qui ont tellement adoré qu'elles s'en sont inspirées. Et du coup, forcément, ben, sur nous sous l'océan, ça a eu un impact non négligeable. Et j'ai l'impression d'avoir senti une évolution. Et ça me fait super plaisir parce que bah là, je viens de finir la relecture hier. Et même si je suis satisfaite généralement de mes livres, là, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression de voir l'évolution, surtout que je suis en train de travailler en parallèle sur l'intégrale des chroniques. Et du coup, je relis le texte. Et du coup, forcément, ça joue sur ma vision, parce que je vois mon premier livre et je vois le dernier, et ça me fait plaisir de voir l'évolution. Donc ça, je pense que c'est une évolution que je pourrais reproduire. Enfin, c'est quelque chose que je pourrais reproduire parce que je continuerai toujours d'évoluer. Et ça fait grave plaisir. Alors, question 3. À quel endroit de mon roman se trouve ma plus grande fierté? Une scène, un personnage, un twist, un dialogue. Alors ça va être encore aussi... c'est dur. On va dire dans Nous sous l'océan, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal évolué. Et, et les retournements de situation, même si j'en ai dans d'autres livres, ceux que j'ai mis dans Nous sous l'océan, je trouve sont pas mal impactants. Alors vous me direz votre avis quand vous l'aurez lu, si vous le lisez un jour. Mais ouais, je pense que Nous sous l'océan et les plot twists, donc je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà. Question numéro 4. Quel a été mon plus gros frein à l'écriture cette année? Et était-ce un frein réel ou un frein que je me suis raconté? Alors pour le coup, c'était un frein réel. J'ai commencé mon année en mode super motivée, je vais vivre de ma plume avant la fin d'année et tout ira bien. On était le 1er janvier, j'étais à fond, je me suis lancée. Ensuite est venu le moment où Pôle emploi m'a appelé pour me dire coucou, Macron veut le plein emploi, donc vous apparaissez comme juste demandeuse d'emploi. Je suis artiste-auteur, mais pour eux, les droits d'auteur ne comptent pas comme du travail. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, ils m'ont inscrite à des trucs pour m'aider à trouver du travail. J'ai déjà un travail, mais pour eux, ça compte pas. Donc, je me suis retrouvée parasitée, mon travail complètement, mais vraiment profondément parasité par l'angoisse de ne pas réussir à trouver du travail. J'habite dans une région où il y a juste du boulot en usine et dans les vignes. Et ben moi, comme si vous avez écouté le premier épisode du podcast, vous savez que j'ai plusieurs diplômes en histoire de l'art, notamment, en patrimoine et multimédia. Et objectivement, j'ai pas vraiment envie d'aller travailler à l'usine. Je comprends qu'il faille y aller. Si j'ai pas le choix, j'irai. Mais j'étais pas vraiment dans l'optique de retourner à l'usine parce que j'ai déjà un travail à temps plein, que si je me donnais pas à fond pour y arriver, clairement, je pouvais pas savoir si j'y arriverais. Et du coup, en fait, pendant toute l'année, je me suis retrouvée, enfin surtout les 6-7 premiers mois de l'année, je me suis retrouvée à chercher du travail tout le temps, à avoir cette angoisse du demandeur d'emploi en fait, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été en demande d'emploi, en recherche d'emploi, ou si vous avez déjà eu le cas avec quelqu'un de vos proches qui se sent nuls parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Et en fait, en travaillant sur mon projet en tant qu'autrice, j'avais cette impression de réussir à faire quelque chose. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée de nouveau avec cette impression d'être nulle, de rater ce que je voulais. Et en plus, comme je n'arrivais pas à me concentrer pleinement sur mes livres, j'avais aussi cette impression d'échec qui me taraudait sur mes livres. Ça a coïncidé en plus en mars avec une baisse des ventes sur Amazon, et autant vous dire que le moral a été vraiment au plus bas pendant quelques mois. Et après, j'ai trouvé un petit boulot pendant l'été, j'ai mis en pause l'écriture, même si j'ai réussi à publier Oblix, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi, mais au final, j'ai 2 livres en retard sur ce que j'avais prévu, puisque j'avais prévu de sortir l'intégrale des chroniques sur cette année, sur 2025, et donc Nous sous l'océan, qui normalement à la base devait sortir en décembre. Finalement, Nous sous l'océan sortira en mars, et les chroniques, je ne sais pas encore. Donc voilà, pour mon frein, c'était un vrai frein pour le coup, et qui a plus trait à la vie qu'à l'écriture.
Question numéro 5. Quel conseil reçu cette année, podcast, amis, éditeur, bêta lecteur, etc. m'a vraiment aidé et lequel mérite d'être laissé derrière moi? Alors, quel conseil m'a vraiment aidé? Alors pour le coup, on va dire les conseils scénaristiques d'Arcane sur le développement des personnages. Ça, c'était vraiment... Alors je dirais pas une révélation, parce que comme je lis beaucoup, le développement des personnages n'a jamais été négligé chez moi, mais par contre c'est vrai que là, voilà, j'ai entrevu une autre manière de travailler et j'ai bien l'intention de la garder. Pour le conseil qui mérite d'être laissé derrière moi, du coup, forcément, je vais dire le plan intégral le chapitrage intégral d'un roman, puisque visiblement je suis absolument incapable de le suivre malgré mes multiples essais. Quel passage ai-je réécrit encore et encore sans que ça améliore vraiment le texte, et qu'est-ce que ça dit de ma peur derrière? Alors, j'ai pas tant de passages comme ça que j'écris encore et encore. Quels que soient les trois... Enfin, que ce soit sur le châtiment, Oblix ou Nous sous l'océan, ça va. C'est vrai que je reviens souvent sur mes prologues, en cours de route ou après coup, tout simplement parce que souvent mes prologues pourraient être intégrés dans le texte après, puisque c'est une scène du livre qui aura lieu plus tard. Et du coup, forcément, je vérifie que ça coïncide, etc. Et qu'est-ce que ça dit de ma peur derrière? Ça dit tout simplement que le prologue, c'est les premiers mots du livre. Donc, les premiers mots du livre, s'ils échouent à convaincre le lecteur, je convainc personne. Donc, oui, moi, mon but, c'est d'être lu. Donc, si mon prologue ne convainc pas, mon livre peut ne pas être lu. Qu'ai-je appris sur ma manière de travailler? Par exemple, est-ce que j'écris mieux le matin? Est-ce que j'ai besoin d'un plan? J'avance mieux en sprint? J'ai besoin de pause? Etc. Alors, clairement, cette année, j'ai découvert, sans aucun doute possible, je le savais déjà, mais avant, j'écrivais n'importe quand. Maintenant, j'écris clairement mieux le matin. J'ai un rythme, en général, à 7h45, je suis derrière mon fichier, prête à écrire, les mains sur le clavier. Et je travaille comme ça d'arrache-pied jusqu'à midi. Des fois, je fais quand même des pauses pour aller me chercher un café et ce genre de choses, mais clairement, je suis pour l'écriture plus du matin. J'arrive à écrire aussi l'après-midi, mais je suis quand même moins efficace. Du coup, je planifie mes plages d'écriture entre 7h45 et midi. Ça dépend, des fois c'est plus tôt. Si je travaille l'après-midi, il faut que j'y aille, donc j'arrête à 11h. Mais sinon, en général, voilà, je travaille mieux le matin et l'après-midi, en général, je vais faire d'autres tâches. Alors, des fois, j'écris quand je suis en phase d'écriture, mais sinon, je vais faire d'autres tâches comme de l'administratif, de la communication ou de l'illustration, ce genre de choses, quoi. Question numéro 8. À quel moment ai-je ressenti une forme d'épuisement? Qu'est-ce qui l'a provoqué et comment éviter de le reproduire? Alors ça m'arrive systématiquement quand je travaille sur une phase de publication ou sur une phase d'écriture intense. Je me connais, je le sais, j'ai tendance à pousser. Et c'est ce qui me fait toujours un peu peur quand j'ai un emploi à côté, parce que je ne sais pas m'arrêter. Clairement, le pire moment de fatigue que j'ai eu, je pense, j'en ai eu plusieurs, mais en fait j'ai eu un très gros moment de fatigue donc en mars, quand j'ai publié le tome 3, quand j'ai publié Le Châtiment, notamment aussi à cause de la fatigue morale que j'ai accumulée avec la recherche d'emploi, etc. Ensuite, j'ai eu une deuxième grosse phase de fatigue en juillet, quand j'ai commencé à travailler à temps plein au camping et que j'ai essayé de poursuivre mon activité d'autrice. Ça a duré une semaine, 10 jours peut-être, avant que je dise non, en fait, j'y arrive pas. J'essayais pendant mon temps de travail, c'est-à-dire quand il y avait des creux, surtout le matin, parce que l'après-midi au camping c'était quasiment full tout du long. Mais quand je travaillais le matin, j'essayais de travailler au camping j'essayais de travailler avant d'aller au camping. Je travaillais, par exemple, je lisais des livres pour mes chroniques radio ou j'essayais d'écrire ou de faire quelque chose ou d'illustrer pendant mon temps de travail quand il y avait des creux. Et quand je revenais, je travaillais encore jusqu'à la fin de la journée et je reprenais comme ça toute la semaine. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée devant mon tableau de chiffres à rentrer pour le camping et j'étais en mode, j'arrive pas. Juste prendre mon stylo pour remplir une colonne de chiffres de clients que je venais d'entrer, j'arrivais plus. Je me suis dit là, par contre, faut que je baisse, faut que j'arrête, faut que je réduise le rythme. Tant pis, je vais prendre beaucoup de retard, mais là, je peux pas. Juste, je peux pas. Donc, j'ai levé le pied, j'ai abandonné l'idée de publier l'intégrale des chroniques et j'ai continué à travailler en parallèle sur Oblix, mais uniquement sur Oblix.
Et déjà comme ça, quand il a été publié, en plus cette année, j'ai pas pris de vacances. La seule semaine de vacances que j'ai eue, c'était en mars. D'habitude, j'ai une semaine de vacances au moins quand on part avec mon chéri en été. Et lui, il est en vacances tout le mois d'août. Donc du coup, j'ai forcément une coupure ou en tout cas une baisse de régime. Sauf que là, enfin une baisse de rythme dans mon travail. Sauf que là, on n'est pas parti parce qu'on est parti justement en mars. Et pendant ses vacances à lui, moi je travaillais au camping. Et du coup, j'ai pas eu de coupure. Donc forcément, là, je vous avoue que sur la fin d'année, surtout qu'en plus depuis, j'ai aussi pris un autre boulot. Bon, je travaille presque pas au musée, mais j'ai quand même un boulot à côté. Du coup, forcément, là, j'arrive à un moment où je me dis, la fatigue, ça s'accumule un peu quand même, et là, j'aurais bien besoin de souffler. Sauf que j'ai pas le temps de souffler. Là, je travaille quasiment tous les week-ends jusque mi-janvier, et la semaine, soit je travaille au musée, soit je travaille pour moi, et clairement, j'ai toujours cette impression que si je m'arrête, si je ralentis, ben mes ventes vont chuter. Bon, mes ventes n'ont pas besoin de ça pour baisser, mais voilà, j'ai toujours cette crainte que si je m'arrête, mon souhait de vivre de ma plume ne soit jamais atteignable, donc je m'arrête pas. Donc comment éviter de le reproduire? Ben, j'ai pas la solution. Objectivement, j'essaye de ralentir, mais j'y arrive pas. Pas vraiment, donc du coup, ben, je frôle régulièrement, à chaque sortie, vraiment, je frôle le burn-out, et même avant même les sorties, là par exemple, il y a une semaine ou deux, avec l'organisation d'un salon, etc., en plus de mon travail et de mes chroniques radio, et de mon travail d'autrice, et de mon travail au musée, et de ma recherche d'emploi, parce que je continue de chercher, parce que le musée est à 1 heure de chez moi, en voiture. Euh, Clairement, là, j'ai mon cerveau qui commence à me dire stop, Zoé, arrête, ralentis, vraiment, c'est nécessaire. Donc, on verra. On va essayer de faire en sorte que 2026 ne soit pas l'année du burn-out. Dans ma promotion, donc question numéro 9, dans ma promotion, qu'est-ce qui a attiré de nouveaux lectrices et qu'est-ce qui m'a demandé beaucoup d'énergie sans résultat? Alors, qu'est-ce qui m'a apporté beaucoup de nouveaux lectrices? Ouais, les salons surtout. Même si sur Insta, je pense que j'ai quand même réussi à avoir de nouveaux lecteurs. En général, pour l'instant, ce que je fais en communication sur Instagram ne semble pas. En tout cas, ça n'a pas l'air particulièrement corrélé aux résultats de vente. Disons que si je fais des publications, par exemple sur Le Châtiment quoi, par exemple, littéralement, Le Châtiment et Obélix sont deux parfaits exemples. Le Châtiment, j'ai fait des services de presse. J'ai fait tout un tas de publications avant la sortie, j'ai essayé plusieurs choses, et mes ventes ne se concentrent quasiment que sur les salons. Très très peu en numérique, donc dans l'abonnement KDP et en Kindle, et très peu de ventes sur Amazon, aucune sur ma boutique en ligne, donc voilà. Après, qu'est-ce qui m'a demandé beaucoup d'énergie sans résultat? Essayer l'automatisation. Normalement, l'automatisation, c'est supposé vous faciliter le travail. Et moi, en fait, j'ai essayé d'inciter les gens à commenter, s'inscrire à la newsletter, etc. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à faire. Donc voilà, la com Instagram, la com en général, et la newsletter, c'est quelque chose que j'aimerais développer, et que je n'arrive pas encore à rendre engageant. Donc voilà, c'est mon travail, un de mes prochains axes de travail. Question numéro 10. Quel est l'événement littéraire ou la rencontre qui a eu le plus d'impact sur moi cette année? Comment réintégrer ça dans mon quotidien? L'événement littéraire qui a eu le plus d'impact sur moi, ça a été le Salon de l'Imaginaire à Roissy-en-Brie. C'était un excellent salon, très beau. J'ai pu rencontrer plus de public qui est mon public cible à la base. En général, je fais des salons plus généralistes, et du coup, j'ai un peu de tout. J'ai de tout. Du promeneur du dimanche à la personne âgée qui cherche des livres pour son petit-fils, ou même de la petite fille qui cherche des livres pour sa grand-mère. J'ai vraiment tout type de public. J'ai ma plus jeune lectrice qui a 9 ans, et ma plus âgée qui a, je crois, 90 et quelques. Donc vraiment, public très vaste. Là, à Roissy-en-Brie, c'était vraiment mon public cible. Voilà, c'était principalement des lectrices, même s'il y avait quelques lecteurs. Donc des lectrices qui cherchaient de l'imaginaire, et en plus, moi, comme j'étais une des rares à faire de la dystopie,
et que ça se voit fort sur mes couvertures des chroniques de Ridley, hein. Je me suis clairement inspirée des couvertures de Divergente et Hunger Games des années 2010 parce que c'était vraiment mon but de faire faire tilt au cerveau des fans d'Hunger Games et Divergente, de les attirer à moi. Et clairement, sur le salon de Roissy, j'ai pu rencontrer mon public. Et je pense que du coup, ça va jouer aussi euh, peut-être sur ma manière d'aborder les réseaux sociaux. Parce que mon problème, c'est que j'écris pour un public, mais je ne le rencontre quasiment jamais parce que je ne suis peut-être pas sur les bons salons. Donc peut-être que maintenant, je vais aussi essayer de cibler des salons. Pour l'instant, je faisais des salons qui étaient autour de chez moi. Enfin, autour de chez moi, vaste, hein, mais peut-être que des fois, je sortirais de ma zone pour aller dans des salons plus de l'imaginaire, etc. Bon, après, le problème, c'est que ça a un coût, et pour l'instant, je ne vends pas 50 livres par salon, donc faut que financièrement, ça soit rentable, parce que, ben, effectivement, hein, si j'ai un coût de transport, d'hébergement, bah, de coût de salon, parce que Roissy-en-Brie, ça allait, mais c'était pas trop trop loin de chez moi. Mais par exemple, là, si je fais un salon ou une convention à 3 heures de route de chez moi, bah, je vais avoir les kilomètres, je vais avoir le prix du salon, qui des fois peut monter jusqu'à 600 €, oui, pour certains stands. Enfin voilà, faut après, objectivement, même si j'adore rencontrer mes lecteurs ou de nouveaux lecteurs, faire des salons, c'est pas juste pour la beauté du geste. J'aime rencontrer les gens, mais si je me déplace, c'est aussi avec un but pécunier, hein, on va pas se mentir. Les gens qui font les marchés de Noël, c'est pas juste pour le plaisir d'être entouré de plein de petites lumières avec des gens qui aiment la magie de Noël. C'est aussi parce que ils ont un intérêt financier à aller vendre leur production sur un marché de Noël. Ben, nous, c'est pareil en salon du livre, même si on a du mal à entendre que les auteurs parlent argent. On fournit un travail, tout travail mérite salaire, donc si je me déplace en salon, c'est aussi avec l'objectif, entre guillemets, de rentabiliser. Je ne le fais pas que pour ça, mais ça rentre quand même en ligne de compte. Donc, je ferai peut-être plus de salons plus ciblés, où les lecteurs et les lectrices que je vise viennent plus. Par contre, du coup, effectivement, financièrement, j'en essaierai quelques-uns, j'en ferai pas beaucoup par an, parce que va me coûter très cher. Mais voilà, ça va peut-être faire partie des objectifs de 2026. Quel projet ai-je abandonné ou mis en pause et suis-je en paix avec ce choix aujourd'hui? Alors, j'ai mis en pause un roman un peu feel good avec une histoire de fantôme pour des raisons stratégiques. Parce que quand je regarde mes ventes en ligne et même en salon, même si le châtiment prend beaucoup de place, c'est surtout mes dystopies qui fonctionnent. Clairement, quand je regarde mes chiffres, c'est les chroniques de Ridley qui cartonnent le plus sur Amazon, sur Kindle. Les chroniques de Ridley, ça marche vachement bien. Par contre, le châtiment, ben, en ligne, j'ai rien. En salon, par contre, il rafle toutes les ventes, hein. Clairement, en salon, sur toutes mes ventes, je dois en avoir la moitié, c'est le châtiment, ce qui est beaucoup. Mais du coup, j'ai mis de côté les projets qui n'étaient pas dystopiques pour l'instant. Et suis-je en paix avec ce choix aujourd'hui? Oui et non. Mon côté rationnel me dit c'était la bonne chose à faire, mais j'admets que parfois, quand j'arrive pas à écrire une histoire complexe, parce que les dystopies, ça demande quand même beaucoup de réflexion, ou pareil pour Oblix, hein, d'ailleurs n'a pas eu beaucoup de retours sur les ventes non plus pour l'instant, mais qui m'a demandé beaucoup de travail, hein. Un policier, ça s'écrit pas, enfin un thriller, ça s'écrit pas en un claquement de doigts. Il faut suivre la trame, c'est précis, faut pas dévoiler trop, faut pas dévoiler trop peu, enfin c'est beaucoup de travail. En attendant, toujours est-il que pour le roman fantastique, j'aimerais bien l'écrire. Clairement, j'ai mes idées, je sais où je vais, donc c'est peut-être un des plus aboutis dans ma tête, mais en même temps, je sais que le temps que je vais passer à l'écrire, je ne le passerai pas à écrire autre chose, et que pour la promotion, bah, je vais encore galérer parce que je suis surtout connue pour mes dystopies, même si le châtiment commence à faire son chemin. Et en salon, pour l'instant, le châtiment marche assez pour que je ne sois pas, entre guillemets, obligée de relancer les ventes des comédies avec, enfin des comédies, du feel good, etc., avec donc ce roman un peu comédie et fantastique. Après, j'ai aussi d'autres histoires qui me titillent un peu, donc genre là, j'en ai une fantasy, Dark Academia, avec peut-être éventuellement un petit peu d'Enemy to Lovers, je sais pas trop, mais en même temps, c'est peut-être parce que je suis en train d'écouter Heartless Hunter, donc
ça m'inspire. Mais du coup, là, forcément, j'ai un peu envie d'écrire cette histoire-là, donc je vais prendre les notes sur ce que j'ai, mais je vais essayer de me concentrer sur les dystopies pour l'instant. Question 12. Quels ont été mes objets brillants de cette année et comment éviter qu'ils sabotent ma progression l'année prochaine? Eh ben... Ah ouais, marqué... Pour ceux qui ne sont pas familiers du terme objet brillant, en fait, c'est quand on a une idée, qu'on est en train de travailler sur un projet, mais qu'on a une autre idée qui commence à nous attirer l'œil et qui nous attire tellement l'œil qu'on a très envie de se concentrer dessus et de laisser tomber le projet en cours. Donc clairement, mes objets brillants de cette année, bah, ça a été un petit peu... bah là, par exemple, un de mes prochains livres, qui va avoir une ambiance un peu années 80. Celui-ci, c'est clairement un objet brillant que j'ai eu du mal à refouler pendant l'écriture de Nous sous l'océan. Pourtant, j'adore Nous sous l'océan, mais celui-ci me titillait un peu. C'est aussi parce que je regardais Stranger Things. Je suis très influençable. Je le reconnais. Et du coup, bah, cette histoire de fantôme qui m'attirait l'œil, ou encore ces histoires de fantaisie qui me titillent un petit peu l'arrière du crâne et qui me disent ah, nous oublie pas, on a envie d'être écrite, nous. Donc voilà, j'ai beaucoup trop d'histoires qui ont envie d'être couchées sur le papier. Et, et ouais, j'ai eu un peu de mal des fois à rester concentrée sur une seule histoire. Ça m'a fait perdre un peu de temps. Parce que bah, du coup, j'ai dû revoir au fur et à mesure ma stratégie. Et tant qu'elle n'était pas parfaitement établie, bah, ça a joué. Et clairement, ouais, j'ai un petit peu. J'ai eu un peu de mal à ne pas céder à l'objet brillant. Question numéro 13. Quel élément de mon roman ou de mon univers a pris une ampleur inattendue cette année et est-ce un cadeau ou un piège? Le développement des personnages. Je je m'attendais pas. Peut-être, ça se trouve, vous allez même pas voir la différence quand vous lirez mes livres, mais c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup concentrée sur les attentes et les objectifs de mes personnages euh, et le développement à la arcane. Et pour le coup, je considère ça clairement comme un cadeau parce que bah, ça m'a permis d'avoir des retournements de situation en fonction des attentes de mes personnages, en fonction de ce qu'ils essayaient de faire. Et même si, en fait, je pense que je le faisais déjà inconsciemment, je me répète un peu avec une des questions précédentes, mais même si je l'avais déjà fait inconsciemment, le fait de le faire consciemment, ça m'a permis voilà, de vraiment accentuer ça, je pense, et de faire mieux les choses. Donc c'est un cadeau. Question numéro 14. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en janvier de cette année, donc en 2025, avant de me lancer? Justement, que certains livres, deux de mes livres de cette année font des... Enfin, un surtout font des semi-flops. En fait, c'est un peu aussi de ma faute, hein, clairement. J'ai tendance à faire un peu de com sur une publication avant la sortie et à ne pas rabâcher mes livres en cours après. Par exemple, pour Oblix, j'ai très peu publié, mais c'est aussi parce que je vois que quand je publie sur Oblix, sur Insta, j'ai très peu de retours et malheureusement, je n'ai pas les réels d'essai, ce qui fait que je ne peux pas toucher un public qui ne me suit pas déjà. Donc, sur ma communication, quand je publie sur mes livres, j'ai toujours peur de fatiguer un peu mes lecteurs, mes, mes followers, et c'est clairement pas le but. Moi, j'ai envie que les gens, s'ils me suivent, ils soient pas lassés de m'entendre dire coucou, c'est mon livre. Alors que personnellement, par exemple, je suis des autrices comme Noémie Bourgois qui parlent tout le temps de ses livres et ça me dérange même pas. Enfin, donc, il faudrait que j'applique ce que moi je vois sur mon compte à moi. Et du coup, j'aurais aimé savoir que, par exemple, Oblix ne trouverait vraiment pas facilement son public pour l'effort investi. Et en fait, si j'avais su ça, j'aurais aimé définir mieux ma stratégie en début d'année. Ne pas me disperser sur les différents genres pour l'instant. Et voilà. Je regrette absolument pas d'avoir écrit et publié Le Châtiment, parce que clairement, je me suis éclatée sur ce livre et les lecteurs s'éclatent dessus quand ils le lisent. Donc ça me fait super plaisir. Et pourtant, Oblix, c'est pareil. J'ai des très bons retours dessus. Mais vraiment. Donc j'ai même des gens qui m'ont dit que c'était mon meilleur livre. Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils préféraient les thrillers, je ne sais pas, mais voilà, rester sur une stratégie, établir une stratégie et m'y suivre, et la suivre. Donc ça va être un peu l'objectif de 2026, clairement. On parlera stratégie plus tard, mais voilà, établir sa stratégie et s'y tenir surtout. Question numéro 15. Quelles compétences ai-je réellement développées cette année? Structure, world building, dialogue, discipline, relecture, marketing, autres. Oh, bah en fait, j'ai fait tellement de choses dans l'année. Alors, je vais dire l'illustration, parce que je me suis
vraiment investi dans l'illustration cette année, et en plus du coup je suis très contente parce que jusqu'alors j'étais une très bonne copiste, ça c'est mon côté cosplay, hein, la reproduction de dessins, ça allait. Genre si je devais faire un portrait, tout ça, je m'en sortais bien. Mais par contre, le dessin d'imagination, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, notamment parce que je suis une quiche en proportion et en perspective. Mais ça, c'est un travail pour la Chloé de demain. Et d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et je suis très contente parce que si jusqu'alors je travaillais en patchwork, c'est-à-dire que je prenais pas mal de photos, je composais en fait mon univers idéal avec des photos. Donc par exemple, sur Au-delà de la tour, la première couverture que j'ai vraiment illustrée, parce que bon, les chroniques c'est des logos, donc c'est plus facile. Quoique, la vectorisation, c'était pas si facile, surtout celui du tome 2 avec toutes les courbes, c'était l'enfer. Mais sinon, pour Au-delà de la tour, donc en fait, vous aviez un patchwork avec une tour, avec un centre-ville, avec un visage en haut, avec... Enfin bref, j'avais fait ma compo et j'avais essayé de redessiner à partir de ça. Et là, pour Nous sous l'océan, ma couverture, que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dévoilée en fonction du moment où je vais publier ce podcast, normalement oui. Mais la couverture de Nous sous l'océan, c'est ma première où j'ai absolument utilisé aucun modèle en fait. J'ai utilisé des images de rêve par exemple pour avoir une inspiration, mais voilà, j'ai pas fait mon patchwork, j'ai pas repris de morceaux, c'est pas un Frankenstein en fait. Cette fois-ci, c'est mon c'est mon dessin à moi. Et ça me fait super plaisir parce que c'est un grand pas pour moi. Alors j'espère pouvoir reproduire cette méthode de travail sans avoir besoin de faire un Frankenstein avant. Mais du coup, voilà, je suis contente d'avoir réussi ça. Question numéro 16. Quel retour, lectrice ou bêta, m'a le plus marqué en bien et en mal? Qu'est-ce que j'en retiens vraiment aujourd'hui? Alors, le paradoxe, c'est que mon plus mauvais retour était un retour de bêta lecteur, bêta lectrice. En plus, le premier que j'ai eu sur le châtiment. C'est-à-dire que personne n'avait lu le châtiment à part moi. J'étais très contente de ma fin, de mon travail sur le châtiment. Ça me faisait très plaisir de l'avoir. J'étais fière de mon travail, clairement, hein, j'ai pas honte de le dire. Et ma première bêta lectrice m'a en grande partie descendue. Mais genre sans tact, sans vergogne, et ouais, ça m'a mis un sacré coup. C'était aussi en début d'année, donc autant vous dire que mon début d'année a été assez désagréable. Tellement qu'en fait, j'ai fait appel pour la première fois à une bêta lectrice pro, que je ne regrette absolument pas d'avoir embauchée, hein. Elle était top. D'ailleurs, si tu écoutes Angie, 1000 fois merci encore. Mais j'avais vraiment peur d'avoir, après cette bêta lecture, j'avais vraiment peur d'avoir écrit un livre sans intérêt, mauvais, qui n'était pas dans le bon genre, parce que elle m'a quand même reproché que le châtiment ne soit pas dans le bon genre, parce qu'il y avait des moments un peu plus tendus, en fait, il y avait un petit moment de suspense, on avait peur pour un personnage, mais du coup c'était pas du feel good, enfin en gros elle m'a vraiment cassé, et elle m'a vraiment cassé le moral. Et paradoxalement, même si j'ai fait des modifications par rapport à son retour à elle, parce qu'il y avait des choses pertinentes, hein, pas les choses méchantes, mais il y avait des choses pertinentes quand même, hein, mais surtout grâce au retour donc d'Angie, qui ont été extrêmement précieux, j'ai fait quelques changements, mais c'était pas non plus, enfin je veux dire, j'ai pas réécrit la moitié de mon histoire, j'ai pas transformé tout, et les retours des gens, c'est toujours très joyeux, très heureux. Enfin, les retours qu'on me fait du châtiment me font toujours sourire, même. Enfin, ça me met énormément de baume au cœur. Et j'ai même une lectrice, une de mes chroniqueuses donc de service de presse sur Insta, qui m'a mis le châtiment en coup de cœur. Et si vous êtes familier d'Instagram, vous savez que le coup de cœur à décrocher, c'est pas si évident que ça. Donc, passer d'une bêta lecture où on me dit que mon livre est un échec, de manière un peu déguisée, mais c'était en gros l'idée, qu'il tapait pas le bon public, que c'était pas le bon genre, à c'était un coup de cœur feel good, franchement, ça fait du bien, quoi. Alors, voilà, qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui? Choisissez soigneusement les personnes à qui vous faites lire vos manuscrits, parce que une bêta lecture, ça peut vous donner toute l'énergie de la Terre, mais ça peut aussi vous la prendre, et clairement, une mauvaise bêta lecture peut vous faire remettre en question toute votre vie. Alors, la bêta lecture est là pour vous faire remettre en question votre travail, mais toujours avec bienveillance. Donc si c'est pas bienveillant, changez de bêta lecteur. Voilà l'essentiel que j'ai retenu de cette expérience. Question numéro 17. Quel temps réel ai-je consacré à l'écriture et quel temps mental, par exemple, penser à mon roman, en plus d'écrire mon roman? Alors,
Le temps réel, beaucoup. Je considère, bon aussi l'écriture, la relecture, la réécriture, la correction, tout ça, je considère que c'est aussi du temps d'écriture. Énormément. Je ne saurais pas dire exactement combien, parce que j'étais à temps plein une grosse partie de l'année et que j'ai beaucoup travaillé, mais c'est vrai que du coup je me rends pas trop compte. Par contre, sur Nous sous l'océan, j'ai décidé de comptabiliser mon temps de travail. À partir de maintenant, j'ai un tableau temps de travail à côté de mon tableau, de mon fichier d'écriture. Quand je commence une session, j'écris l'heure de début, l'heure de fin et je comptabilise mon temps de travail. Et à l'heure actuelle, donc ça compte aussi la couverture et la réécriture, je suis à peu près 180 heures de travail sur Nous sous l'océan. Sachant que j'ai juste, entre guillemets, écrit, fait ma couverture et fait ma première réécriture. Là, donc il va y en avoir une seconde suite au retour de bêta lecture. Ensuite, il restera la partie correction, la partie maquettage, la relecture finale donc sur épreuve et ensuite la publication. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais c'est bien d'avoir une idée de combien de temps on passe sur un livre parce qu'en fait, j'en avais absolument aucune idée. Et le temps mental, en fait, beaucoup aussi, parce que quand on est auteur, on ne s'arrête pas de travailler quand on n'est plus derrière l'ordinateur, hein. Moi, je réfléchis à mes livres en prenant ma douche, en mangeant, en conduisant, en travaillant, en marchant, en faisant ma surveillance de salle dans le musée, en m'endormant aussi, j'improvise, j'imagine la suite de mes histoires. Donc voilà, en fait, on s'arrête absolument jamais. Et ça, par contre, c'est difficilement quantifiable. Question 18. De quoi ai-je le plus besoin l'année prochaine pour avancer sereinement? Donc plus de cadre, plus de liberté, plus de retour, moins de réseau. Alors, honnêtement, pour avancer sereinement, le plus simple serait... Enfin, la chose dont j'ai vraiment le plus besoin, c'est littéralement d'un minimum de stabilité financière. Parce que pour l'instant, je travaille à temps partiel dans un musée, mais j'ai un contrat garanti 0 heure. Donc pour l'instant, je travaille peut-être entre 4 jours et une semaine par mois. Euh, donc pas assez, clairement, pour vivre. Mais en même temps, si je travaillais à temps plein, forcément, j'aurais plus le temps d'écrire, donc j'avancerais pas sereinement non plus. Donc, idéalement, il faudrait que j'arrive à mieux toucher mon public pour pouvoir mieux vendre. Pardon, encore une fois, de parler d'argent, mais en fait, on est auteur, c'est un travail, comme je l'ai déjà dit. Donc, en fait, la stabilité financière, ça permet de pouvoir travailler sereinement, parce que si j'avais pas besoin de me soucier de l'argent, si demain je gagne à l'euro-million, clairement, j'arrête pas de travailler, hein. De toute façon, j'en suis pleinement incapable. J'ai trop d'idées en tête et j'ai envie d'écrire. C'est ce qui m'anime. J'aime tellement écrire, j'aime tellement partager mes histoires que je peux le faire 12 heures dans ma journée sans que ça me dérange. Par contre, le fait d'être parasité par un peu la peur du lendemain, le fait de ne pas savoir combien je vais toucher avec mon travail le mois suivant, là j'ai mes droits Pôle emploi qui arrivent à leur terme, clairement, c'est pas serein. Là, je pense que 2026 va clairement pas être l'année la plus sereine d'un point de vue écriture. Sauf si j'ai un boom et que mes ventes décollent du jour au lendemain et que je peux souffler comme ça. Mais là, clairement, ouais, c'est un peu... 2026, c'est un peu l'année de l'incertitude. Paradoxalement, en 2025, j'étais sûre de moi, j'étais partie à fond. Bon, je vous ai déjà raconté ce qui m'a un peu cassé, mais en fait 2025 c'était un peu mon année de la dernière chance et je suis dégoûtée de ne pas avoir pu en profiter pleinement parce qu'en fait c'était ce dont j'avais besoin en fait de cette année, de pouvoir travailler pleinement à fond, vraiment à fond dessus. Et en fait j'ai été parasitée. Clairement, pour certains mon discours va peut-être paraître choquant parce que du coup oui je profite des droits Pôle emploi, mais en même temps techniquement ces droits Pôle emploi j'ai cotisé pour et je passe pas mes journées à rien faire. Je travaille extrêmement dur. Donc pour moi, 2025, c'était un peu mon année de la dernière chance. Donc là, 2026, je la commence pas vraiment sereine, clairement, objectivement. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Question numéro 19. Quelle peur m'a empêché d'avancer cette année? Douter, être jugé, montrer mon texte, ne pas être à la hauteur, etc. Bon, j'en ai déjà pas mal parlé du coup, que ce soit d'un point de vue sécurité financière ou aussi du coup la bêta lecture. Là, j'ai vraiment eu des grosses craintes après ça, mais donc je vais pas revenir dessus, hein. On a déjà répondu à cette question-là. Question numéro 20, la dernière, je crois. Donc, question numéro 20. Si je devais choisir une seule chose à accomplir l'année prochaine pour être fière de moi le 31 décembre, ce serait quoi? En fait, j'ai plein de projets,
J'espère pouvoir les mettre en place. J'ai un petit rêve. J'aimerais pouvoir avoir mes livres, au moins un, en livre audio, à la même date l'année prochaine. Donc c'est un des projets de cette année. Je vais voir. La vraie question, c'est surtout comment le diffuser. Ensuite, mon vrai objectif qui me rendrait extrêmement fière, c'est de pouvoir l'année prochaine dégager suffisamment de revenus pour pouvoir vivre de ma plume un minimum. Je dis même pas. Je veux pas gagner 2000 ou 3000 euros par mois. Évidemment, si je les gagnais, je serais super heureuse. Surtout qu'une fois retiré l'URSSAF et le reste, 2000 ou 3000 euros par mois, ça fait moins, clairement. Hein. Vous retirez 25%, je crois, à peu près. Donc plus le reste des frais, les salons, etc., ça fait beaucoup moins. Mais même si j'arrivais à dégager de quoi me faire 700 ou 800 euros net, hein, une fois retiré toutes les charges, etc., mais je serais super heureuse et je serais super fière de moi parce que pour une fois, j'aurais réussi mon objectif. Donc cette année, je me le donne pas parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quoi ressemblera mon année. Donc là, cette année, c'est surtout l'incertitude et je vais essayer de faire de mon mieux pour y arriver. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, je suis absolument incapable de faire autrement. Mais ouais. Et du coup, pour les projets que j'aimerais terminer cette année, donc j'aurai évidemment la publication de Nous sous l'océan. J'ai mon autre livre sur lequel j'ai commencé à travailler là qui devrait sortir dans l'année. Mais j'ai aussi un livre qui est un peu mon projet secret et sur lequel je travaille doucement en sous-marin, mais trop doucement, qui me fait plaisir, mais j'espère réussir à l'écrire et à le publier courant 2026. Bon, ça, normalement, c'est prévu. Après, ça dépendra aussi tout simplement de la configuration de mon année. Hein. Encore une fois, incertitude, bonjour. Mais je vous en dis un peu plus. En fait, je l'ai déjà dit en plus, j'ai commencé déjà à l'annoncer à mes lecteurs et lectrices en salon. En fait, j'ai pour projet de faire un préquel des Chroniques de Ridley sur mon antagoniste que j'aime beaucoup. Si vous l'avez lu, vous voyez peut-être le potentiel pour un préquel qu'il peut avoir. Et du coup, pour ça, il faut que je relise les chroniques. Et c'est pour ça aussi que je travaille sur l'intégrale, parce que ça me permet de reprendre toute ma chronologie, de faire tout, sauf que là, pour l'instant, je stagne sur les chroniques, parce que c'est à la fois un projet facile, parce que j'ai déjà toutes mes bases, j'ai déjà ma chronologie, j'ai déjà mes parties, j'ai déjà énormément de choses. Mais en fait, il faut que je refouille dans tous mes livres pour pouvoir avoir toutes les infos, pour être sûr de rien rater, pour pouvoir aller piocher tout ce qui peut me servir et éviter évidemment toute incohérence. Et du coup, là, pour l'instant, je travaille, je dis beaucoup du coup, je m'excuse en fait, en faisant mes podcasts, je me rends compte de mes tics de langage, c'est absolument terrible. Et donc, j'essaye de varier maintenant. Je voudrais publier l'intégrale. Comme ça, en fait, ça me permettra de reprendre toutes mes bases, toute ma chronologie et pouvoir partir sur de bonnes bases pour le préquel. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais publier parce qu'en plus, mon antagoniste des chroniques, mais je l'adore. Je le déteste autant que je l'adore. Non, je l'adore plus que je le déteste. Vraiment, il y a pas photo, je l'adore. Donc voilà pour les projets de cette année. Donc, Nous sous l'océan, qui est déjà presque prêt. Enfin, j'ai encore beaucoup de travail, mais la partie écriture est finie. Le projet années 80 et le projet Chronique de Ridley, tome 4, préquel, dont j'ai déjà le titre, mais je vous le réserve pour plus tard quand même, un petit peu de surprise pour l'année. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce bilan de fin d'année et cette projection avec les questions de Margot. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs si vous voulez découvrir ou si vous connaissez Margot, à aller découvrir son podcast, Les Moraturies, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et si vous voulez faire vous-même votre bilan à l'aide des questions de Margot, que ce soit pour un podcast, pour une vidéo ou juste pour vous, pour faire le point, vous pouvez le retrouver sur son épisode de podcast dédié à son bilan 2025. Elle a intégré le PDF, donc n'hésitez pas à aller le télécharger et à écouter son épisode. Et voilà. Je vous donne rendez-vous cette fois pour de vrai avec un prochain épisode où on va parler stratégie, même si on en a un petit peu parlé cette fois-ci. On va partir plus en profondeur sur la stratégie, sur comment établir sa stratégie, enfin comment j'ai essayé d'établir la mienne, en cahotant un peu. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté Les Mains sur le clavier, le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis et partagez-le.
Vous aiderez ainsi le podcast à se développer et peut-être aussi d'autres personnes à cheminer dans l'aventure incroyable qu'est l'écriture et la publication d'un roman. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et sur mes livres, inscrivez-vous à ma newsletter ou retrouvez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite plein d'inspiration. À bientôt.